Et si la France était en train de perdre son plus grand atout, l'Afrique, avec une dette qui explose, une économie en difficulté et un rejet grandissant sur le continent africain, Paris traverse une crise profonde. Mais cette crise signe-t-elle aussi la fin de la France-Afrique? Et surtout, quel avenir pour l'Afrique qui reprend son destin en main? Restez avec moi, on va décrypter tout ça. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Qu'est-ce qui explique les choix politiques du président Emmanuel Macron, par exemple sur le budget ou encore sur l'immigration? Gervais Nadambega, on commence avec vous. Bien, avant d'analyser des points sectoriels de son programme, allons-y voir d'abord comment il est arrivé. Quel était le contexte? Voilà un jeune cadre de l'ENA, comme on les appelle, pétri d'expérience, mais seulement avec 39 ans, et qui sort des cadres politiques anciennement connus, tels que le PS, tels que le LR, et qui fonce et attrape le pouvoir contre tous ces gigants. Alors il faut se poser la question de savoir quel était le secret et quelque part où était le pacte. Alors quand on regarde un peu dans son programme, on s'aperçoit qu'il est arrivé et dit qu'il va faire effectivement de grandes réformes. C'est sur ça qu'il a eu effectivement sa victoire. Et il annonce effectivement qu'il est pro-européen, il va foncer effectivement avec les intérêts européens. Et pour finir, il veut se positionner comme un médiateur, comme un négociateur de l'Europe et des autres blocs en quête effectivement de multilatéralisme. Donc, très ambitieux. Mais comme on dit toujours que c'est au pied du mur que l'on connaît le maçon, il faut observer ce qui est arrivé. De ces réformes, il ne s'agit de façon ridicule que d'aller contre effectivement la classe moyenne, d'aller contre la classe populaire, pour servir mieux les intérêts du privé, des richichimes hommes d'affaires en France. Quelques exemples. Vous verrez bien qu'il est parti sur les textes qui régissaient le chômage, les allocations de chômage. Il est parti et il a réformé le travail. Alors, tout de suite, si vous voulez des indicateurs, les gilets jaunes, je pense que qui a suivi effectivement ce grand mouvement social peut être très bien informé sur les motivations réelles et la politique réelle pour laquelle il est arrivé. Très rapidement, il assume qu'il est Jupiter. Si vous voulez, encore des images pour savoir c'était qui et comment il s'est révélé. Et Jupiter, c'est qui? Je crois effectivement que c'est un dieu de la mythologie romaine qui a gouverné, qui gouverne par quoi? Comme par la monarchie, et puis qui ne respecte que la distance et le diktat. Alors, c'est effectivement ce qui est arrivé. On pourrait effectivement regarder par la suite comment il a procédé, mais vous verrez tout de suite, vous avez posé la question spécifique de l'immigration. L'immigration, c'était devenu, observons un peu ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Canada ailleurs, faisons de l'immigration choisie, même si on ne le dit pas. Et le reste, regardez l'influence qu'il a apportée au niveau de l'Union européenne, c'est de maintenir les Africains chez eux et puis de négocier avec, vous voyez effectivement, les déclarations de l'Italie. L'Italie qui s'est positionnée à un moment donné comme le pays qui défendait même les Africains, surtout les Africains de l'Ouest. Pour ce qui est effectivement de la dette, mais voilà un pays qui se retrouve aujourd'hui avec 3 335 milliards en euros de dette publique. En fait, si vous voulez avoir une idée plus juste, c'est comment je vais imaginer ça. Prenez le budget de Burkina Faso. Le budget annuel tourne autour effectivement de 3 200 et quelques milliards. Alors, en milliards en francs CFA, c'est comme si vous prenez ça et vous multipliez par 657. Donc c'est 657 fois le budget du Burkina Faso, un milliard que constitue la dette aujourd'hui de la France. Alors, ça ne peut pas ne pas inquiéter les institutions de financement et tous les autres partenaires financiers de la France. Si bien que Fitch a été obligé effectivement de faire une évaluation. Et vous savez, quand Fitch fait ces évaluations, c'est des évaluations qu'on appelle effectivement pour voir des évaluations de crédit, si vous voulez. C'est que mesurer effectivement la solvabilité. Et vous voyez qu'ils sont passés effectivement de A plus à A simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grand recul au niveau de la crédibilité de la France, au niveau de la perception
même au niveau de l'Europe et du monde entier, de ce que c'est que son sérieux en matière de gouvernance. Et qui est à la tête de cette gouvernance? C'est Macron. Ce n'est pas le peuple, puisque le peuple sort effectivement, il manifeste et il ne les écoute pas. Mais peut-être qu'on pourra revenir dessus en détail. Oui. Alors, champion donc en donneur de leçons sur la démocratie, le président Emmanuel Macron gouverne ou tente de gouverner la France sans aucune majorité donc au niveau donc de l'Assemblée nationale, docteur Nestorine Sangaré. Est-ce que nous assistons à l'effondrement du modèle démocratique européen? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Et premièrement, je vais dire que ce n'est pas la première fois qu'un chef de l'État se retrouve sans majorité en France. Mais la différence entre Macron et les expériences antérieures, c'est simplement parce qu'il a perdu ce qu'on pourrait appeler la bienséance dans la manière de gouverner. Parce que pendant les mois ou même les semaines qui ont précédé la chute de son équipe au niveau de l'Assemblée, on a vu qu'il a voulu vraiment forcer, il a voulu s'imposer par la force. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'inhabituel, étant donné que les différents partis qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale ont quand même, il y a une règle du jeu démocratique qui se joue au sein de l'Assemblée. Et moi, je trouve que gouverner sans majorité, c'est déjà une chance pour lui, parce que à l'époque même, il pensait l'étape suivante, c'est le chasser lui-même. On ne pensait pas le garder lui-même comme président encore. Et j'aimerais dire que, pour moi, je me demande même où est son programme de gouvernance. Où en est le programme sur lequel il a été élu? Parce que finalement, c'est comme s'il n'avait pas de programme et maintenant, il réagit selon les événements. Il essaye de s'accrocher à des choses, à sortir des discours. Mais pour moi, quand je l'observe, c'est comme s'il a été élu pour faire la guerre. C'est comme s'il a été élu pour faire de la communication. Et bien sûr, de ce qui se passe au niveau du Sahel, c'est comme s'il a été élu vraiment pour se confronter à la Russie par rapport à ce qui se passe au Sahel. Alors que quand on se souvient de ce qu'il a dit à Ouaga ici, quand il est venu à l'université, bon, c'était vraiment les belles promesses par rapport au renouveau des relations entre l'Afrique et puis la France, et tout ce qu'il a pu dire à Ouaga ici, on dirait qu'il a vendu des rêves. Et aujourd'hui, bon, il ne fait que essayer de s'adapter chaque fois, reconnaissons-le, dans un contexte international qui dépasse la France elle-même. Alors, merci donc pour cette analyse. La France, c'est également une crise économique sans précédent. Un pays surendetté, donc, Gervais Nadambega le disait tout à l'heure, et une baisse du pouvoir d'achat de la majorité des Français. Est-ce que la France connaît la pire, ou du moins la plus grave crise économique donc, de son histoire? Ok, merci bien pour la question et merci bien aussi pour l'invitation. Dire que la France traverse la pire crise de son histoire, peut-être c'est trop dit, mais pour ce qui est de notre époque, je crois que c'est la pire crise économique et même de gouvernance que traverse la Ve République. Tantôt, la grande sœur docteur Sangaré disait que ce n'est pas la première fois qu'un président en France gouverne avec n'a pas la majorité pour gouverner. On l'a vu dans les années 80 deux fois avec François Mitterrand. En 97, on l'a vu avec Jacques Chirac. Et encore en 2002, on l'a vu avec Jacques Chirac. Mais à chaque fois, ces présidents, de par leur diplomatie, ont pu trouver un consensus, soit en dissolvant souvent. C'est ce que Macron d'ailleurs a tenté de faire en 2024, ça n'a pas donné. C'est pour dire que la crise est vraiment manifeste. Maintenant, au niveau économique, je crois qu'il faut dire que Macron même hérite d'un système, qu'il le veuille ou pas, il ne pourra pas le désarticuler. Et même tous ceux qui s'agitent actuellement, qui montent au créneau contre Macron, c'est parce qu'ils sont loin du pouvoir. Quand ils auront les rênes du pouvoir en France, ils vont comprendre que aujourd'hui, tout ce que la France a mis en place comme système de gouvernance,
son système, son modèle économique même, repose sur le mensonge, repose donc sur le déni de la réalité. Il faudra qu'entre-temps la France elle-même se réveille, sinon que ce soit les premiers ministres qui chutent, même Macron si aujourd'hui il est remplacé. Parce que moi je pense que Macron tente d'être réaliste. Il a fait des promesses, il est venu. Et avant lui-même, quand on remonte un peu avant que Jacques Chirac ne quitte le pouvoir, il avait déjà prédit l'élite française qu'il faudra qu'on revoie comment est-ce que la France maintient son modèle économique et politique. Quels sont ses rapports avec les pays africains? Parce que des moments de pupitude, des moments donc de secousse allaient arriver. Et on est dans le vif du sujet actuellement. Donc c'est pas moi, je pense que ce n'est pas un problème de dirigeant, c'est un problème de modèle. C'est comme une censure qui vit ou qui survit de l'exploitation des autres. Maintenant que les autres ne sont plus prêts pour se laisser exploiter, alors que, comme l'a dit le doyen tout de suite, quand on regarde ce surendettement de la France, mais c'est dû à une économie qui est mal ajustée, qui est mal orientée. Comme vous l'avez dit, quand on regarde, nous avons aujourd'hui près de 3400 milliards, comme l'a dit le doyen, 3400 milliards de dettes en euros que la France a aujourd'hui. Donc, ça paralyse l'économie. Ce que Macron est en train de faire, à quelque part, il pêche, moi je suis d'accord, il pêche parce qu'il oriente son économie vers certaines élites et le privé. Mais même s'il va tenter un recadrage pour aussi favoriser les masses, il faudra trouver la capacité financière à quelque part, et c'est là que le bas blesse. Sinon, aujourd'hui, cette crise-là, je ne pense pas que la France pourra en sortir de sitôt, quels que soient les dirigeants qui vont arriver, parce qu'elle est colossale. Et les gens, souvent, quand on dit que la France ne peut pas être la solution à l'Afrique, les gens pensent, comme l'a dit le grand frère, 3400 milliards, c'est à peu près de 120% du PIB français. Et du PIB français, oui, la dette. Et aujourd'hui, la France se classe, est au bas de l'échelle. La France ne vaut mieux que l'Italie et la Grèce, qui tournent autour, l'Italie autour de 130 et la Grèce autour de 150% du PIB. Quand on regarde toute l'Afrique cumulée, notre dette ne vaut même pas 2000 milliards d'euros. Ça veut dire que la France double la dette de toute l'Afrique. Voilà pourquoi il y a crise. Pour 70 millions de personnes, vous voyez que c'est trop. Donc aujourd'hui, la France doit simplement apprendre à se réinventer, apprendre à redescendre au bas de l'échelle pour remonter graduellement. Parce que cette crise-là, quand on regarde tous les indicateurs, elle ne peut pas s'arrêter de sitôt. Parce que pendant longtemps, la gouvernance politique économique s'est fondée sur du faux, sur de l'exploitation. Et le monde changeant, les yeux des gens, surtout des Africains, se sont ouverts. Et aujourd'hui, la France a tous ses problèmes au niveau politique, économique, diplomatique. Je crois que l'émission nous permettra de revenir dans tous ces détails. Alors, docteur Nestoline Sangaré, docteur Hyacinthe Ouedraogo l'a dit dans son propos. Y a-t-il donc un lien entre la situation actuelle de la France et la dynamique de certains pays donc, africains, notamment les pays donc, qui constituent la Confédération des États du Sahel, qui ont décidé, il faut le dire, à s'affirmer et à s'autodéterminer?